Bienvenue dans ce 88e numéro de Terres et Vignes de l'Aube, enregistré en public comme vous pouvez l'entendre. C'est Club Medef qui est invité ce soir. Et tous les mois, vous le savez, dans cette émission, avec nos invités et notre partenaire, la Chambre d'agriculture, nous vous proposons de découvrir les coulisses du monde agricole. Aujourd'hui, focus sur les métiers de la transformation dans le département, de la transformation du lait en chaours, de l'orge en bière. Vous allez découvrir ce que ce secteur de l'agro-industrie a réussi à être présent dans l'Aube. Comment il a réussi à être présent dans l'Aube. Quelques indications grâce au sommaire. Je ne vous en dis pas plus. Carburant, litière pour animaux, farine, fromage, pain. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube plonge dans les archives de l'émission afin de redécouvrir les filières de la transformation. Après une brève chronique Retour sur l'actu, la seconde partie de ce magazine se consacre au vignoble du Champagne, comment marche la certification taille de la vigne et la découverte d'un club exclusivement féminin de femmes vigneronnes durant la rubrique Contre-champ. Pour en parler dans ce studio, deux personnalités. Tout d'abord, Sandrine Simoneau, bonsoir. Vous faites partie du club I3A qui regroupe les acteurs de l'agro-industrie dans la région. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde et pour ceux qui nous regardent, très brièvement, qu'est-ce qui se cache derrière l'expression « les métiers de la transformation » dans le monde agricole ? Alors, par exemple, quand on produit de l'orge et qu'on le transforme en malt pour faire de la bière, ça c'est une transformation. Quand on a par exemple des choux qu'on transforme en choucroute, puisque nous avons ici dans la région premier producteur de choucroute dans l'Aube. Et c'est pas forcément que de l'alimentaire ou c'est de l'alimentaire ? Ça peut être aussi par exemple du non-alimentaire, comme avec le colza, on peut faire du diester. Donc ça c'est une autre filière qui est non-alimentaire bien sûr. Il y a aussi la filière luzerne, qui n'est pas de l'alimentation humaine mais animale pour l'élevage. Voilà, donc, Est-ce que ce sont des secteurs, ces filières de la transformation, des secteurs qui recrutent ? Oui, on est en constante demande, surtout dans le secteur de production. On a un cruel manque de candidats, on dira, ou de personnes expérimentées pour tout ce qui est aspect production. Donc c'est un secteur qui recrute, qui recherche toujours. Nous avons donc créé aussi un groupement d'employeurs à cet effet. Et il y a aussi bien sûr tous les postes beaucoup plus en tertiaire comme des responsables qualité, chefs de vente, responsables marketing, responsables export. Enfin voilà, il y a beaucoup de demandes. Donc c'est un enjeu crucial à la fois économique et aussi pour l'emploi. Christian, j'ai mieux compris à quoi correspond le terme transformation et vous allez nous apporter quelques exemples. Alors pour une fois, c'est pas la coutume, mais on va s'appuyer sur des images d'archives, des images chocs, puisque Fabrice, c'était quand on était plus jeune. C'est pour ça que c'est maquillé ce soir très très fort. Parce que... Alors un sujet qui rappelle surtout, pour redevenir un peu sur le thème, la transformation des produits agricoles ne concerne pas, comme on l'a dit à l'instant, que l'alimentaire. Et je propose de voir quelques exemples avec ce sujet d'archives. Souvenez-vous, c'était le 15 mars 2007. Canal 32 lançait le premier rendez-vous mensuel agricole sur son antenne. Bienvenue dans Terre de l'Aube donc, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, un secteur d'activité très fort dans notre département. Bon, ok, c'était un couleur et surtout le premier thème de ce magazine se consacre à la transformation. Parmi les sites évoqués, l'usine de Nogent, deuxième unité française de transformation des graines de colza en carburant, le diester et pas seulement. Cette graine de colza produit de l'huile brute. Le coproduit de l'huile, c'est ce qu'il reste de la graine après extraction de l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle le tourteau, riche en protéines et qui va alimenter les élevages de la région. Et puis le produit fini, c'est le diester. Donc ça, c'est ce qu'on met quelque part dans le diesel. Dans Absolument. le diesel. Est-ce que ça a une odeur à la pompe ou pas? Pas du tout. Bah justement, je vais tester pour vous. Non. Le journaliste aguerri. Verdict. Non. L'Aube sera l'un des fournisseurs importants. Autre agrocarburant, l'éthanol. Celui-ci est incorporé à hauteur de 5 à 7% dans nos voitures et il est transformé à partir de la betterave, ici à Racy-sur-Aube, chez Cristal Union, qui s'est diversifié dans cette production en plus du sucre. Au niveau du groupe Cristal Union, on a anticipé deux choses. L'interdiction future d'exporter et en même temps cette nouvelle organisation communautaire du marché du sucre, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un groupe complètement restructuré, reprofilé dans une politique intense de développement de biocarburants. Et l'usine d'Arcy en est certainement le meilleur révélateur. Le sirop est ensuite envoyé dans ces cuves que nous appelons cuites
et nous allons mélanger au sirop du sucre glace. Et donc on va obtenir la formation de cristaux par grossissement des cristaux de sucre glace. Autre plante transformée dans l'Aube, les 5000 hectares de chanvre servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. Cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Quand nous avons la cassée, on se rend compte que toute son écorce, au niveau de la fibre, on a quelque chose qui est excessivement fibreux. Cette fibre a des propriétés qui sont exceptionnelles. Ça va être à la fois le tableau de bord, ça va être des pièces sous le capot moteur, ça peut être des pièces sur lesquelles on va poser ses pieds quand on va justement conduire, ça peut être des profilés de fenêtres en matériaux composites. Pour les litières, pour les animaux par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg pour les jardineries animaleries. Enfin, la poussière, dite la poudre, est transformée en briquettes. Qui serviront de biomasse énergie à nos clients, soit pour la brûler, soit pour la méthaniser. C'est ici, à Bar-sur-Aube, que la chanvrière transforme cette plante aux multiples usages. Voilà pour les quelques exemples liés à la transformation. Autre exemple, le chaours, tout simplement, du lait au fromage. Il n'y a qu'un pas, mais il y a aussi toute une activité. Didier Lincey, vous êtes notre deuxième invité. Vous êtes président du syndicat de défense du fromage de Chaours. Afin de comprendre le lien entre éleveurs et transformateurs, est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama rapide du nombre d'éleveurs et de fromageries fabriquant Chaours dans le département ? Alors nous sommes dans la filière Chaours, nous comptons 67 producteurs de lait et 6 fabricants de Chaours qui sont répartis entre des producteurs fermiers, des producteurs artisanaux et des producteurs industriels. Alors ce mois d'avril, ça va être un grand événement pour vous, puisque c'est la fin des quotas laitiers. Les éleveurs pourront proposer sur le marché des volumes de lait sans aucune limitation, c'est ça la nouveauté. Quelle est l'incidence dans la relation entre vous, transformateurs, et les producteurs, les éleveurs? Alors, nous, effectivement, c'est un big bang dans le secteur laitier, puisque c'est à l'échelon européen que cela se passe. Les quotas laitiers existaient depuis 1984, donc depuis 30 ans. Aujourd'hui, on rentre dans un système totalement libéralisé, et nous avons donc convenu au niveau des entreprises avec les producteurs de réglementer, enfin de contractualiser des volumes, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir d'un coup d'un seul en très peu de temps une augmentation forte de la production du lait qui désorganiserait totalement et notre filière et même sur un plan général. Donc on est maintenant parti en fait sur un système de contractualisation. Est-ce que la présence de points de transformation de Chaours à proximité des producteurs est un atout pour les éleveurs ? Est-ce que cette proximité est un atout pour la filière ? Il est clair que nous sommes très liés. Il n'y a pas de producteurs sans fromagerie. Il n'y a pas de fromagerie sans producteur de lait. Et il est évident que dans une filière comme le Chaours, qui est une appellation d'origine protégée, il y a même une obligation réglementaire à avoir la production du lait et la transformation qui soient localisées dans la même aire géographique. Mais Sandrine Simoneau, de manière plus générale, est-ce que pour l'agriculteur, le fait qu'il y ait un transformateur à côté de chez lui, est-ce qu'il y a plus de valeur ajoutée, est-ce un atout ou pas? Bien sûr, les agriculteurs peuvent développer une production avec une plus forte valeur ajoutée s'ils ont une usine à côté qui permet d'approvisionner et de trouver une transformation autre. Ça, c'est un plus, bien sûr. Est-ce qu'il faudrait davantage de points de proximité comme ça entre... Ah oui, bien sûr. Je pense que justement, nous sommes une grande région céréalière. On pourrait, par exemple, imaginer plus de biscuiteries pour transformer ces céréales. Et voilà, donc il y a encore, je pense, un bel avenir pour d'autres usines ou entreprises de transformation. Ce qui veut dire qu'ici, il y a surtout la première transformation. En fait. La première transformation est très importante et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait valoriser un petit peu mieux cette production en la transformant. Donc plus de valeur ajoutée pour l'agriculteur éventuellement et pour l'entreprise bien sûr, et plus d'emplois. Question toujours à partir d'images d'archives. Vous nous faites redécouvrir les entreprises qui transforment les produits agricoles dans ce département. Voilà, peut-être des produits plus classiques, par exemple du blé pour obtenir de la farine, de l'orge à la bière, du bois aux meubles. Tout cela nécessite un savoir-faire et de la PME artisanale aux organismes de collecte comme Vivessia, Lascara ou Soufflé. Eh bien, ces acteurs sont présents dans le département, ils connaissent bien les transformateurs, aussi leurs clients à eux, et je propose de voir un peu mieux et de mieux connaître ces secteurs.
Parmi toutes ces filières, l'Aube compte des grands classiques de la première transformation, comme le blé en farine, ici à Dienville. Alors ici, on écrase 650 tonnes de blé par jour, ce qui représente 500 tonnes de farine. Et pour avoir une idée, ça représente environ 2,5 millions de baguettes par jour. Ce savoir-faire s'applique également dans la transformation de l'orge en malt, ingrédient indispensable pour fabriquer la bière. L'organisme de collecte Lascara a su d'ailleurs séduire une marque japonaise. Sécurisation pour eux de savoir comment est produit leurs aliments, leurs boissons. Par notre système de traçabilité et notre système qualité Agri-Confiance, nous pouvions répondre au cahier des charges du brasseur japonais. À la base, c'est un mélange de différents types de maltes qui vont donner en fait différentes couleurs à la bière, oui, tout à fait. 550 tonnes d'orge qui vont rester ici pendant 5 jours et qui, à une température adéquate, vont être retournées par les retourneurs que vous voyez ici. Méconnue et en plein développement dans le marché de l'éco-construction, l'Aube a également du potentiel au sein de la filière bois. Dans le département de l'Aube, je rappelle quand même qu'il y a 135 000 hectares de forêt, donc il y en a au-delà du parc naturel de la forêt d'Orient, ça représente quand même 23% du territoire. Et puis en plus, on tombe dans un nombre de salariés, quand même 4400 salariés qui travaillent pour plus de 280 entreprises. Donc, je veux dire, il y a une vraie dynamique dans le département sur ces ressources. À nous de savoir les utiliser et le faire savoir, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des matériaux traditionnels dans le bâtiment, qu'on a l'habitude de travailler avec ces matériaux-là depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, faire passer un petit peu les messages, on peut travailler à partir de bois, à partir de chanvre, et beaucoup de choses sont possibles dans la construction. Voilà les messages à faire passer. Voilà, c'est ce qui confirme un peu, Sandrine Simoneau, votre ressenti. Autre filière, j'ai envie de l'évoquer, vous l'avez dit un petit mot au début, c'est la filière de la luzerne. Alors, la luzerne, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement pour l'alimentation animale. Oui. Est-ce que là aussi, l'Aube est plutôt bien représentée? Ah oui, l'Aube a été un pionnier en matière de luzerne. C'était une culture qui a été donc vraiment instaurée par les Aubois et ensuite les Marnais. Donc nous sommes une grande région productrice de luzerne. Première en France, première en France, oui, bien sûr, c'est la région la plus importante, voire pratiquement unique. Donc c'est vraiment une spécialité de notre région, si je puis dire. Donc cette luzerne permet donc aussi de produire des aliments pour toute la gamme équine, enfin tout ce qui concerne l'élevage. C'est un bel exemple de transformation locale en tout cas. Voilà, tout à fait, très valorisé. Merci à nos invités. Je vous propose de rester dans Terres et Vignes pour découvrir l'ensemble de nos chroniques et peut-être de commenter la rubrique Retour sur l'actu. Un retour sur l'actu qui commence avec des préparatifs pour le mois prochain, Christian. Oui, le 6 avril, ce sera bien tout simplement le lundi de Pâques. Et vous savez qu'il y a certains qui aiment bien la tradition de manger de l'agneau. Et comme ici, c'est un peu l'émission agricole au bois, c'est pas qu'un peu d'ailleurs. Je rappelle qu'il existe la marque Agneau de l'Aube. Donc, on voit les animaux. Ils seront peut-être bientôt sur nos tables. En tout cas, c'est juste un message pour pourquoi pas consommer local. Autre fait marquant, la présence de l'Aube au Salon international de l'agriculture, le SIA. C'est une promesse de la précédente émission Honneur aux vaches, avec tout d'abord Adi Uzès, qui avait marqué l'émission précédente, une vache laitière qui fait la fierté de ses propriétaires pour la Haut-Pêchaours, d'ailleurs, dans le village de l'Écroute. Celle-ci a terminé deuxième de sa catégorie lors du salon. Une très belle rousse apparemment, je vous laisse apprécier. Est-ce qu'elle a eu une médaille? Je ne sais pas, mais en tout cas, les propriétaires sont très fiers. Autre chose au SIA, donc. Oui, apprécier également la présence des Aubois sur le stand régional avec bien sûr du chaours, mais également des confitures de fruits et de champagne, ou encore un autre apéritif distillé dans le département. Bref, là aussi il s'agit de transformation, et certaines de ces transformations sont à consommer avec modération. Sandrine Simoneau, le SIA, c'est évidemment un grand moment, mais est-ce qu'en dehors du salon de l'agriculture, vous assurez la promotion de l'agroalimentaire au bois? Oui, bien sûr, c'est une de nos actions les plus importantes. Donc on retrouve Savoie-la-Champagne-Ardenne au sein du CIRA, donc le salon de la gastronomie,
qui a lieu tous les 2 ans à Lyon. Donc c'est voilà, mettre en avant tous les produits régionaux auprès de la gastronomie où on a de nombreuses visites de grands chefs à l'international. Et puis ensuite, nous avons aussi beaucoup d'opérations commerciales donc dans les surfaces, les grandes surfaces comme Auchan, Carrefour, pour mettre en avant, bien sûr, savourer la Champagne-Ardenne, les produits locaux. Et nous avons bien sûr aussi le souhait de développer ces opérations commerciales en dehors de la région, c'est-à-dire dans les autres régions, dans les autres centres commerciaux, en dehors, voilà, pour faire bien découvrir nos produits qui sont encore relativement méconnus pour certains. Donc voilà. Et puis à l'export, voilà, pour la première fois cette année, nous irons dans un salon à l'export aux États-Unis. Donc voilà, donc le fancy food, donc voilà. Le chaos qui est dégusté aux États-Unis d'une manière assez importante. Hein. Nous serons exposants d'ailleurs aussi au fancy food aux côtés du club I3A. On sait combien de consommation de chaos il y a aux États-Unis. C'était assez important dans la. C'est de l'ordre de 7-8% de la production totale de chaos qui est exportée aux États-Unis aujourd'hui. Nous aimons les Américains. Alors, Fabrice, encore quelques mots sur l'eau. On quitte les États-Unis. Si vous voulez que j'aille, oui, je veux bien. Alors deux rendez-vous très importants et surtout très proches sur le mois prochain, en avril. Tout d'abord, l'opération Agri-Citadine. Son slogan est le suivant: quand l'agriculture et la viticulture s'invitent en plein centre de Troyes. Cette 3e édition d'échange, de dégustation de produits locaux se déroule place de l'Hôtel de Ville de 10h à 14h le samedi 4 avril. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas, un dimanche à la campagne, édition 2015, rassemble près de 60 communes et cela se déroule le 19 avril. Un rendez-vous très très prisé par les Aubois. Merci Christian pour ces rendez-vous. À présent, la rubrique Comment ça marche ? Christian, on évoque souvent les vendanges durant cette émission Terres et Vignes de l'Aube, mais cependant, il existe d'autres moments importants en viticulture. En particulier, la taille de la vigne, qui, pour faire simple, se déroule tout l'hiver. Et celle-ci nécessite beaucoup de savoir-faire et aussi beaucoup de passion, parce que, imaginez tailler la vigne sous la neige et dans la boue, c'est dur. Et pour se former, dans l'Aube, le CFPPA propose ce module de certification. Ça veut dire que ça s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux personnes qui suivent une formation longue dans les métiers de viticole. Et je propose de voir un reportage sur cette certification taille de la vigne. Ici, c'est la bonne adresse auboise pour se former au métier de la vigne. Ce groupe suit une formation de plusieurs mois. Celle-ci intègre la préparation à la certification taille de la vigne. Première étape, s'équiper. Une cotte, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection et un sécateur. Parmi les conditions d'accès à cette certification, il faut être mobile, avoir le courage de travailler par tout temps dans les parcelles et enfin une expérience en milieu viticole est recommandée. J'ai un BTS en commerce international et j'ai suivi une licence professionnelle aussi en commerce international. Je ne trouvais pas de travail dans ma voie et puis j'ai toujours fait des vignes en saisonnier depuis que je suis en âge de travailler. Je pense que oui, ça peut déboucher sur un emploi en pressoir ou à l'année chez un viticulteur. Ici, les vignes se situent à proximité de l'établissement. Autre proximité, celle des professionnels qui participent à la formation et à l'examen. Ici, on a une parcelle de 22 arts qui appartient au CFA. Et on essaye de trouver des vignes chez des viticulteurs aux alentours. Pour moi, c'est quasiment un plaisir de faire ça, autrement j'aurais arrêté. Vous taillez la vigne depuis combien de temps, vous ? Depuis 68. Mais à l'eau chaude, une brosse à dents, ça va parfaitement bien. Une astuce pour nettoyer les outils de la taille de la vigne qui nécessitent des connaissances théoriques et le coup d'œil. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait qu'on le coupera au mérital ici, en sens opposé du nœud, pour que la pluie puisse glisser de l'autre côté du nœud. Un pince à lier, ça sert à attacher le bois sur les fils. Avec ça, on accroche le fil, ça se déroule, après ça s'enlâche tout seul et on coupe le fil pour pouvoir l'enlever. Ça fait partie du certificat de taille. Il va falloir tailler 8 plans et au moins attacher 3 plans. 4. C'est 4 plans pour pouvoir valider, au moins être sûr de valider déjà pour pouvoir être noté. Celui-là, il a été taillé un peu trop long, donc quand c'est taillé un peu trop long, on réduit. C'est le seul vignoble qu'on a besoin d'un diplôme de taille pour pouvoir rentrer dans une maison de champagne.
Cette année, l'examen se déroule le 1er avril devant des professionnels. Pour les chômeurs, le module certification taille de la vigne peut être financé par Pôle emploi en dehors de toute autre formation. La formation est organisée par le CFPPA et elle consiste en 25 jours de formation en centre avec les formateurs qui ne sont d'autres que des viticulteurs et 10 jours de stage pratique en entreprise en situation professionnelle pour compléter notre intervention. Et j'ai souhaité apprendre la taille, donc c'est un module, on va dire, concis, rapide et je ne suis pas déçu pour l'instant. Si Julien n'est pas déçu, c'est aussi le cas des vignerons qui apprécient cette certification, comme Étienne à Bagneux-la-Fosse, qui prend des stagiaires depuis 3 ans. Vous avez les deux tailles, la taille cordon de Roya sur cette partie-ci, taille cordon de Roya particulièrement bien adaptée au pinot noir. Et au premier plan, juste devant, vous avez la taille Chablis, qui est la taille idéale pour le cépage chardonnay. Le demandeur d'emploi qui arrive chez moi et qui a son certificat de taille, c'est un gros plus. Quand je vois quelqu'un de bon, effectivement, je peux lui proposer quelque chose s'il y a de la place sur l'exploitation. Aujourd'hui, 9 fois sur 10, les viticulteurs exigent ce certificat. Il s'agit désormais d'un laissez-passer pour accéder aux travaux de taille. La taille, en effet, un enjeu de taille. Nous restons dans le domaine du champagne avec cette fois-ci une autre approche plus décalée, inattendue, c'est la rubrique Contre-champ. Christian, je crois que vous avez rencontré des vigneronnes fabuleuses. Oui, et c'est d'ailleurs le nom de leur club, les Fabuleuses. Vous l'avez compris, ce sont avant tout des femmes, mais également des vigneronnes. Elles ont choisi de travailler ensemble, elles sont marnaises ou auboises. Le club est très récent, il a à peine 1 an. Et je propose de voir un peu la démarche, mais aussi l'esprit. Elles, ce sont les 7 Fabuleuses. Bravo. Fabuleuses. Florence, Claire, Charlotte, Lorraine, Hélène, Sophie, Mathilde. Les Fabuleuses se sont donné rendez-vous dans une cave à vin de Troyes, nouvelle comme leur association créée il y a 1 an, une association de femmes vigneronnes. Le point commun, c'est qu'on met toutes les mains dans la terre à la commercialisation. Voilà, on est toutes polyvalentes, on travaille sur nos domaines respectifs et on fait tout de A à Z. On est des femmes, on est des viticultrices, des vigneronnes, c'est pas pour autant qu'on est des féministes. On a toutes des alliés, nos pères, nos maris, des personnes, des hommes qui travaillent aussi sur les exploitations. On revendique qu'on soit des femmes et du vin pour montrer qu'on peut tout faire, qu'on n'est pas juste à faire la paperasse et les choses plus tranquilles. À la tranquillité, les Fabuleuses préfèrent l'esprit de l'effervescence et des initiatives nouvelles. Bébé. Être femme, serait-ce devenu un argument de vente? Je serais hypocrite de dire que non. Donc oui, c'est un plus parce qu'il y a cette féminité, cette sensibilité qui est un attrait, qui plaît. Moi qui connais quand même un petit peu les professionnels depuis une vingtaine d'années, je pense que les professionnels ont aussi envie d'avoir un nouveau concept pour découvrir des produits. Donc là, le fait de s'être rassemblés entre femmes, c'est aussi une nouveauté, un côté un peu plus fun aussi et plus festif de découvrir des nouveaux domaines et de nouveaux terroirs. C'est une démarche de plus en plus courante. Dans chaque région viticole, il y a au moins une association de femmes vigneronnes. Si elles mettent en avant le côté girly, les Fabuleuses se revendiquent avant tout vigneronnes et expertes en la matière lors de leur action commune. On va organiser avec le cercle Femmes de Vin le salon aux Folies Bergères qui aura lieu à Paris donc le 18 mai. Personnellement, il n'y a pas d'apport féminin. C'est, comme je le dis, c'est un savoir-faire. Faut s'y mettre à fond, que ce soit toutes les étapes de l'élaboration, aussi bien à la viticulture qu'à la vinification. Pas de vinification particulière, moi j'ai voulu vous apporter mon goût de tradition classique. Magnifique ça. Et 2009, de mieux que 2008, en tout cas. Oui, moi solaire. Nous par contre en 2009, on a mis les régions. De temps en temps, on montre notre savoir-faire à l'une autant qu'à l'autre. Par exemple, on va à la parcelle, on montre notre manière de vinifier. Dans nos cuveries, on va visiter les domaines des unes et des autres.
domaine, Marc, Marnaise et Auboise, ensemble, elles veulent lancer leur site commun. Partager, c'est aussi ça, l'esprit féminin. Belle initiative, Sandrine Simoneau. Ah oui, superbe. Je vous donnerai leur adresse, elles vous inviteront pour une soirée spéciale. Je suis partante. Merci à nos invités de nous avoir si bien expliqué les métiers de la transformation. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes agricoles. C'est promis juré, on sera là au rendez-vous. Au revoir.